nos chers invités vont se présenter. Donc, du coup, Didier, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Eh bien, merci, merci de cette invitation, de ce rebolote C'est ça. du duo avec Christian que nous nous connaissons quand même depuis de très nombreuses années. Nos routes se sont croisées à maintes reprises et ce n'est pas un hasard. Donc, moi, je suis Didier Ménard, je suis médecin généraliste. J'ai une carrière professionnelle d'exercice de la médecine générale dans un endroit un peu, je veux dire, comment le qualifier, particulier, qui est une grande cité de la banlieue nord de Paris, la cité du Franc-Moisin à Saint-Denis. Je suis arrivé dans cette cité non pas par hasard, mais par choix, parce que moi-même, issu et grandi, être né et grandi dans une de ces cités, j'avais le projet, disons que j'ai un projet qui s'est construit pendant mes études de médecine qui ne correspondait pas bien au modèle dominant de l'exercice de la médecine générale et notamment de son organisation. Avant de faire médecine, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'étais convaincu pendant mes études que la manière d'exercer la médecine générale devait prendre d'autres chemins que l'exercice solitaire. Donc, je me suis engagé tout de suite à la Cité du Frémoisin dans l'exercice pluriprofessionnel et j'ai redécouvert ou j'ai mis en action ce que j'avais trouvé dans mes voyages, c'est-à-dire la santé communautaire que j'avais rencontrée notamment au Québec. Voilà, donc je suis depuis 1980 un militant de la santé communautaire qui s'est traduit par la création d'une structure de santé communautaire à la Cité du Franc-Moisin qui existe toujours, même si moi j'ai quitté cette cité il y a quelques années pour prendre une retraite qui m'a conduit en Occitanie, mais cette expérience, enfin cette expérience continue et qui est aujourd'hui sous la forme d'une coopérative de santé communautaire. Et donc depuis, je continue mon rôle de promoteur de la santé communautaire là où je suis, et donc puisque je suis en Occitanie, je le fais en Occitanie. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Didier. Je ne retrouvais pas le micro. Christian, dis-nous tout. Qui es-tu? Alors, moi, j'ai eu, comme je dis toujours, quand je me présente, j'ai eu quatre vies. Une vie de travailleur social pendant de nombreuses années, et puis après, une vie administrative qui m'a notamment amené à être magistrat dans les tribunaux administratifs, et puis une vie militante, notamment à Aide, où j'ai présidé l'association de lutte contre le sida pendant près de 10 ans, et puis un collectif interassociatif sur la santé dans lequel il y avait plein d'associations de patients et d'usagers du système de santé en général. Et puis après, j'ai cette vie à la chaise, qui est une vie gouvernée par les exigences scientifiques, les méthodes scientifiques des preuves. Et donc, c'est pour ça que je fais une espèce de switch. En fait, j'aurais très bien pu me revendiquer de la santé communautaire avec Didier, parce que dans la lutte contre le sida, c'est des méthodes qu'on a beaucoup utilisées, la santé communautaire. Mais je me retrouve un peu, je dirais pas à contre-emploi, mais dans un autre rôle maintenant, qui est celui, entre guillemets, du garant scientifique dans ces fameuses données probantes. Et je laisse volontiers, avec plaisir, les données parlantes à Didier, qui le fait si bien. Merci, Christian. Juste une question. Est-ce que vous voyez les intervenants? Je viens de parcourir le chat et on me dit on ne voit pas l'intervenant. Est-ce que Non, la personne qui a du écrit tout. ça peut me... Si, on vous voit. Si? Moi, Ok. j'ai juste la page d'accueil du début. Ah ben ça, c'est normal. C'est parce qu'on n'avait pas encore commencé. C'était l'intro. Pas pour moi. Donc, du coup, on va tout de suite commencer par le sujet. Le partenariat, c'est possible en donnant la parole à Didier Ménard, donc du côté des données parlantes, et en commençant par une petite mise en contexte historique. On ne voit pas défiler tes diapos, Ah ben voilà, Flavien. donc il y a bien quelque chose qui marche pas. Alors, attendez, j'arrête l'écran et j'arrête le partage et je vais le recommencer, c'est plus simple. Touc, touc, touc.
Est-ce que vous voyez le partenariat assez Ça y possible? est. Oui. Ok, merci. Alors Didier, à Alors, toi. il faut que je fasse attention de respecter le temps parce que donc je vais, sur certaines manières, faire des affirmations et pas des démonstrations, mais on reviendra, si vous le souhaitez, dans les questions, si vous avez des questions plus précises. Donc, comme je disais, je m'installe en 1980 dans une grande cité de la banlieue parisienne, une cité de 20 000 habitants. Nous ne sommes pas très nombreux comme médecins. Moi, je suis dans un cabinet avec 2 médecins. Il y a un autre cabinet de 2 médecins dans la cité, plus des infirmières, des kinés, dentistes. Tout le monde est réparti sur ce grand territoire et tout le monde en libéral. Il y a une PMI et c'est tout. Donc, on a la chance, dans un premier temps, d'être, j'allais dire, entraîné dans une réflexion sur les pratiques professionnelles dans le cadre d'une recherche-action menée par la politique de la ville, à la demande de la ville de Saint-Denis, c'est-à-dire une recherche-action menée par des sociologues et des médecins de santé publique. Donc, dès les années 80, on produit une réflexion d'observation de nos pratiques, c'est-à-dire que les sociologues et les médecins de santé publique nous renvoient des interrogations, des commentaires sur la manière dont nous tous, dans la cité, soignants, travaillons. Et on fait le constat que la manière dont nous travaillons est, je dirais, atypique par rapport au modèle dominant. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une sorte de pluriprofessionnalité mal coordonnée, mais qui existe quand même. Je passe sur ces aspects-là et ce que fait cette formation jusque dans les années, enfin cette recherche jusque dans les années, fin des années 80, c'est qu'elle nous embarque dans l'obligation de réfléchir entre nous à ce qu'on fait. Ce qui va avoir une première conséquence, d'abord factuelle, c'est la création d'une association de santé communautaire au terme de cette recherche parce que un diagnostic a été fait et donc à partir du diagnostic, des thérapeutiques, entre guillemets, doivent être mises en place et cette association de santé communautaire se propose d'améliorer la santé des habitants de ce quartier. Et on a bien fait de le faire car va s'enchaîner pendant 30 ans une succession de crises sanitaires qui va mettre à l'épreuve ce modèle. La première crise, c'est, je dirais, l'aggravation importante et soudaine de la paupérisation des habitants de cette cité, avec des modifications liées à l'urbanisme, une grande arrivée de nouvelles populations très, très pauvres, très vulnérables, et ensuite des crises sanitaires avec le développement massif de l'usage de drogues, non de l'héroïne, parmi la jeunesse, sur lequel va venir évidemment frapper la crise du sida. Et ces trois crises, qui sont plus ou moins concomitantes, mais qui ont des effets de sommation, vont mettre notre système à l'épreuve et le renforcer parce que dans cette épreuve-là, les fondamentaux de la santé communautaire vont pouvoir s'exprimer. À la fois la pluriprofessionnalité, les collaborations non hiérarchiques, la manière de conduire l'exercice du soin et de la santé. Et on fait bien pendant ces épreuves la différence entre soigner une personne et accompagner une personne malade, notamment vis-à-vis des patients toxicomanes contaminés par le VIH. Nous n'avions pas de solution médicale, mais nous n'avons pas baissé les bras, nous les avons accompagnés vers ce destin funeste qui était le leur. Et nous avons pu mettre donc en place à la fois des nouvelles pratiques professionnelles, des innovations comme la formation pluriprofessionnelle, des parcours coordonnés. Bref, on a eu tous les ingrédients qui sont les fondamentaux de la santé communautaire. Et ce partenariat, il s'est fait en s'imprégnant, et c'est ça la grande force que je trouve qui résiste encore, c'est que en tant que soignants, nous avons su repérer quelles étaient les ressources de la population, nous avons su les mobiliser, nous avons su les organiser,
nous avons par exemple inventé à ce moment-là cette nouvelle profession qu'on appelle aujourd'hui la médiation en santé. Dès les années 96, moi, je travaillais avec des médiatrices en santé et ces, ces médiatrices ont su nous apprendre à nous, les soignants, à repérer, connaître les ressources qui étaient celles de la communauté des habitants. Et nous avons eu donc un rapport à l'exercice de la médecine et de la santé, j'allais dire, en collaboration, coopération avec les habitants. Donc, nos pratiques de soignants n'étaient pas simplement la prise en charge de la maladie comme ce qu'on savait faire puisqu'on a été formé pour prendre en charge des maladies. Et nous avons mis concrètement le nouveau concept d'accompagnement la personne malade sur son parcours de soins, son parcours de santé, puisqu'on a développé des actions de prévention, de promotion de la santé. Et donc, au final, pour faire vite, nous sommes vraiment passés d'une action de soins pour les patients à une action de soins pour les personnes avec toute la richesse de leur singularité. Et cette manière de travailler nous a vraiment bien préparés à la crise suivante, j'allais dire crise sanitaire, puisqu'elle a joué évidemment un rôle très très important au moment de la crise Covid, avec le plaidoyer et la mise en œuvre de ce qu'on appelle maintenant le aller vers, qui était pour nous un exercice assez habituel. Donc, accompagner, soigner avec les personnes, c'est à la fois soigner la maladie, on reste des soignants, mais on fait de la santé en accompagnant les personnes, en nous nourrissant de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leur réseau de solidarité, de leur remise en cause. Voilà. Et ça c'est une force considérable. Donc le partenariat, non seulement il est possible, mais c'est une chance extraordinaire pour les soignants. Merci Didier pour cette plongée dans le réel du partenariat sur le terrain. Christian Saoud, qu'est-ce qu'on trouve sur cette idée que le partenariat est possible du côté des données probantes? Alors, je vais faire défiler les slides que tu m'as envoyés. Ok, bah j'en ai envoyé 5 parce que ça permet de scander un peu ce qu'on a en magasin comme données probantes sur le partenariat. Je vous ai mis cette belle image d'Hippocrate qui n'hésite pas à dire que l'art médical se décompose de 3 termes, la maladie, le malade et le médecin. Le malade doit s'opposer à la maladie avec le médecin, dit-il, mais c'est au fond tout ce que Didier vient de dire et d'exprimer. Dès les premiers écrits d'Hippocrate, c'est donc cette idée que le partenariat est important dans ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement une prise en charge, parce que c'est probablement un partenariat de soins qui s'instaure entre le patient et la personne malade. Mais il y avait eu quand même aussi des rappels théoriques dans les années 70 avec de nombreux auteurs comme Georges Canguilhem, Ivan Illich ou Michel Foucault qui réclament un retour à un patient qui soit un sujet et pas seulement un objet de la médecine au travers de l'organe malade ou du traitement de façon quasi exclusive. Donc c'était ça qui était aussi important de rappeler d'un point de vue historique, c'est que le partenariat est au fond au cœur de la création de la médecine hippocratique et il est vivement rappelé dans les années 70, après que soient arrivés les traitements qui connaissaient le succès avec la révolution biomédicale des années 50 et qui avaient un peu transformé les médecins dans une sorte de Deus ex machina. L'idée de rétablir la relation médecin-malade comme un partenariat s'est exprimée fortement. La diapositive suivante, c'est pour vous dire que c'est aussi possible dans les pratiques et c'est largement documenté, notamment dans la recommandation de la HAS que j'ai mis à droite de l'écran, la recommandation de juillet 2020, où on a, à l'occasion de cette recommandation, procédé à une remontée d'expérience en France. Et quand même, il y en a eu plus de 100 qui ont été remontés vers la HAS pour être jointes à cette recommandation de bonne pratique. Et puis, cette recommandation de bonne pratique de juillet 2020, elle est aussi ancrée dans un argumentaire qui rassemble toute la littérature scientifique. Donc, il ne faut pas dire que ce que explique Didier ou ce qu'expliquent au fond des centaines et des milliers de personnes en France, ça n'existe pas. Si, ça existe d'abord, et ensuite elle s'est recensée, s'est observée
par les sciences sociales ou les sciences médicales. Et la revue de littérature scientifique qu'on a produit à cette occasion fait un peu plus de 200 pages, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a bien des données scientifiques qui administrent la preuve que c'est tout à fait possible. La suivante des diapositives, c'est la troisième, c'était pour vous dire qu'il y a eu aussi des traces de cette révolution euh, dans les publications internationales. Il y a notamment un article de Barolo qui montre qu'en 10 ans, les articles publiés sur le sujet de l'engagement des usagers, de la reconnaissance de leur savoir expérientiel, des pratiques de partenariat, ça a été multiplié par 12, c'est quand même assez considérable. Et dans une autre étude de bibliométrie publiée par Olivier Lasvernias, le mot engagement des patients qui postule notamment le partenariat, hein, c'est ça qu'il y a derrière le mot engagement, pas que ça, mais c'est notamment ça, est devenu le mot index de nombreuses publications scientifiques. Donc c'est bien la traduction concrète que non seulement il y a des publications, mais elles sont nombreuses et elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus souvent indexées sous ce terme-là. La suivante. C'était pour rappeler qu'il y a aussi des orientations publiques sur le partenariat. C'est pas complètement en dehors d'une reconnaissance par les institutions publiques, notamment à la conférence de l'Organisation mondiale de la santé en 78, où on affirme que tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins qui lui sont destinés. C'est tout ce que fait Didier, mais c'était, lui, il débute ça en 80, mais regardez comme c'est aussi à peu près la même date à l'Organisation mondiale de la santé. C'est donc un mouvement puissant et planétaire, mais dans des dispositifs qui figurent au Code de la santé publique comme l'éducation thérapeutique du patient, on prône aussi le partenariat dans la construction de ces programmes. Vous avez aussi l'existence des centres d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue, qui sont reconnus par une loi de 2004 en France, et la recommandation de bonne pratique de la HAS, qui est accrochée à ce dispositif légal, prévoit aussi la participation des personnes concernées dans les actions conduites dans ces centres d'accueil. Et puis vous avez aussi des recommandations de la HAS qui traitent par exemple de l'auto-soin chez les patients hospitalisés sur la base d'un partenariat professionnel et usager. Je veux dire, il ne s'agit pas de laisser les gens tout seuls avec leurs soins, mais de voir comment ensemble cette logique d'auto-soin peut prospérer pour le bénéfice de la personne malade. Et puis, la loi Touraine du 26 janvier 2007 donne aussi une base légale à la médiation en santé, à quoi s'ajoute une recommandation de bonne pratique de l'HAS. Donc, il y a aussi quand même beaucoup de textes, beaucoup de reconnaissances, soit légales, soit normatives, soit au travers de recommandations publiées. La dernière diapositive, c'était vous dire que c'était aussi un phénomène mondial. C'est pas une exception française, c'est quand même un courant de pensée et de pratique qui est installé dans le monde, évidemment dans le monde anglo-saxon, qui est probablement plus accoutumé à ces pratiques de manière pragmatique, mais aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Il y a de nombreuses approches communautaires ou en partenariat. Et puis, dès 2013, des travaux de Karman ont notamment dégagé un principe de continuum dans l'engagement qui marque ces étapes, l'information, la consultation, la participation et le partenariat étant entendu comme le meilleur standard de l'engagement des usagers. Et puis, il y a bien sûr cet article qui s'intitule Le Montréal Modèle, euh, qui a montré une expérience similaire au Canada. Donc, voilà, c'est possible depuis longtemps, depuis Hippocrate, ça a été souhaité et ressouhaité dans les années 70 par de grandes figures intellectuelles, ça a été mis en pratique sur le terrain, à la fois en France, dans le monde, il y a des reconnaissances dans des textes et une reconnaissance un peu partout sur la planète. Merci Christian. Donc ce n'est pas une utopie. Alors, regardons maintenant le deuxième point dans le sujet. Le partenariat, ça produit du bien ou du bien-être. Du coup, Didier, comment est-ce que tu verrais cela dans les pratiques qui ont été ou qui sont les tiennes depuis longtemps? Alors, oui, Christian vient vraiment de rappeler des choses essentielles, mais la conséquence de ce rappel, c'est que tout ce que l'on a fait, ce que ces données probantes montrent,
c'est aussi une rupture avec un modèle dominant. C'est une rupture avec ce dont pourquoi les soignants ont été formés. Et donc, évidemment, cette manière de concevoir le soin et la santé a du mal en France à trouver toute sa place parce qu'il impose aux soignants de réfléchir et de repenser un petit peu leur identité professionnelle. On ne passe pas d'une identité professionnelle façonnée dans la formation autour de l'exercice solitaire au partenariat dans sa pratique professionnelle avec toutes les modifications que ça impose d'une manière facile. Le fait qu'aujourd'hui, la santé communautaire se soit développée dans des territoires un peu particuliers qui sont les territoires de grande souffrance sociale n'est pas un hasard. C'est parce que sur ces territoires, on n'avait pas le choix de faire autrement si on voulait évidemment faire de la bonne médecine et de la bonne santé. Et puis la deuxième remarque, c'est que la santé communautaire, elle introduit dans le jeu une autre composante qui n'est pas celle tant des usagers, mais celle des citoyens. C'est-à-dire, je peux participer aux actions de santé de mon territoire, de ma communauté, non pas parce que je suis un usager en tant que malade, mais parce que je suis un citoyen qui a à voir, à faire et à agir sur les problématiques de santé. C'est important de voir que, effectivement, aujourd'hui, et c'est notre expérience par exemple à Saint-Denis, où la mobilisation des habitants du quartier, elle se fait pas forcément autour de l'usage du système de soins. Nous avons plein d'actions collectives de promotion de la santé, de lutte contre la sédentarité, de lutte contre un certain nombre de nuisances, de mobilisation des savoirs, des compétences, de l'apprentissage, qui sont portées par des personnes, des habitants. Voilà, c'est une notion importante parce que l'échelon du partenariat, faire avec les partenaires, c'est important. Et quand aujourd'hui, dans les maisons de santé que je rencontre, j'explique qu'il faut s'ouvrir sur le territoire, il faut aller vers le territoire, il faut faire l'inventaire de toutes les ressources possibles sur le territoire pour venir nous aider, ça veut dire à un moment donné intégrer à sa pratique, notamment dans toutes les actions de santé publique, de prévention, les savoir-faire et les compétences de la population. Je vais prendre des exemples. Si aujourd'hui, la santé publique, les données probantes, nous disent qu'il faut effectivement augmenter la prévention et le dépistage du diabète, de l'insuffisance cardiaque, quand on le fait uniquement du point de vue des soignants, on va porter un message, on va porter de l'information. Faites pas ci, faites pas ça, attention, nanana. Mais quand on le fait avec les habitants, on enrichit notre manière de faire de la pensée et des savoir-faire des habitants. Si on fait par exemple un questionnaire de satisfaction, puisqu'aujourd'hui les MSP sont financés pour faire des questionnaires de satisfaction, si c'est les soignants qui le font, 99% des réponses sont positives. S'il est fait en collaboration avec les habitants, c'est beaucoup moins évident. Parce qu'à travers ce questionnaire, des questions qui sont posées, qui posent les vrais problèmes de relation entre les soignants et la population. Et les choses se disent. Si on fait un quiz sur une dépistage sur le marché du quartier, sur qu'est-ce que c'est que le diabète, qu'est-ce que c'est que la dépression, peu importe. Si ce quiz qui va permettre de rentrer en relation avec les habitants est fait avec des habitants, et pas simplement parce qu'ils sont malades, on va avoir des questions beaucoup plus pertinentes qui parlent plus aux habitants. Donc, les données parlantes, c'est qu'on va enrichir nos pratiques, notre réflexion, des savoirs de la population, mais pas pour qu'ils correspondent à ce que nous voudrions qu'ils soient, mais parce qu'à nous de faire l'effort de les intégrer pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire chaque individu, chaque citoyen a son destin en main, a ses obligations, a ses contraintes, a ses envies, et ça, il faut absolument les respecter. Lorsque nous avons une approche individuelle de bons conseils pour être en bonne santé, eh bien, ces informations,
elle passe à la moulinette de la singularité, de l'histoire de la personne, de son parcours. Et c'est en apprenant à respecter profondément les choix individuels qu'on arrive à modifier nos pratiques pour qu'elles correspondent mieux aux besoins de la personne, puisque ça a été construit avec. Et quand on fait ça avec une personne, on s'aperçoit que cette personne nous introduit dans le monde de ses relations et va petit à petit nous considérer, nous soignants, comme autre chose que des prescripteurs, mais comme des soignants qui peuvent venir en aide dans l'organisation collective de la participation des communs sur les questions de santé. Et ça, effectivement, c'est une force considérable. Alors, ça s'organise, hein, ça se construit, ça fait appel à des nouveaux métiers. J'ai cité la médiation en santé, mais aujourd'hui, on a le métier de l'accueil, on a les assistants médicaux, on a toute une série de professionnels qui ont émergé dans l'organisation de ce partenariat. Les professionnels, et notamment les médecins, ne sont pas a priori les plus compétents au départ pour faire ce partenariat, mais grâce au collectif, grâce à sa force, ils trouvent leur place dans un processus qui les dépasse en tant que soignants, mais qui les nourrit en tant qu'acteurs de la santé. Et puis on apprend le stade suivant, qui est, moi je te donne en tant que soignant, tu viens me voir parce que tu es malade, je te donne en tant que soignant beaucoup de mon temps, de mon énergie, de mon accueil, de ma solidarité, de mon empathie, et on apprend à recevoir. Parce que ça, c'est pas, c'est pas ce qu'on nous a appris à la fac, on nous a même appris de nous méfier de ça. Or, dans la santé communautaire, on accepte l'idée, et pas que l'idée, que le patient est en volonté de nous rendre ce qu'on lui a donné. Et c'est dans ce mouvement je me donne, tu me donnes, le don et le contre-don, qu'on va nourrir nos pratiques d'une manière beaucoup plus efficace. Et puis de cela, et je termine là-dessus, de cette manière de faire va naître un sentiment énormément gratifiant de notre utilité en tant que professionnels à lutter efficacement contre, contre la maladie et pour améliorer la santé. Et donc, parce que ça fait sens, ça fait profondément sens et ça redonne du sens à nos métiers de soignants, de professionnels du soin et de la santé. Et lorsqu'on trouve le sens dans nos métiers qui sont des métiers difficiles parce que nous sommes confrontés à la souffrance, nous sommes confrontés à la maladie, nous sommes confrontés à la mort, redonner du sens collectif pour faire face et pour être des meilleurs soignants, eh ben, c'est une forme de bonheur que nous apporte le partenariat. Merci beaucoup, Didier. Christian, maintenant du côté des données probantes, parce que le partenariat, Alors, quel bien ça produit. oui, alors je crois que j'ai prévu 3 diapositives pour vous expliquer ce que ça produit. Alors d'abord, ça produit de la valeur. Didier vient de décrire la valeur que ça produit au cœur du rapport médecin-malade, mais ça produit aussi des méthodes et des stratégies. J'en ai mis quelques-unes là sur cette diapositive. Ce fameux aller vers qu'on a tellement entendu pendant la crise du Covid à propos de la vaccination, qu'il fallait porter la vaccination au devant des gens. Ces stratégies d'aller vers, c'est un des apports du partenariat en santé qui a montré que c'était en allant vers les personnes. Alors c'était particulièrement vrai pour ce que j'ai vécu moi dans la lutte contre le sida, notamment auprès des usagers de drogue par voie intraveineuse. Si vous ne mettez pas sur la place publique, dans la rue, les produits de prévention qui sont utiles, ça ne marchera pas, donc il faut aller vers. La méthode de santé communautaire dont vient de parler abondamment Didier est un aussi des acquis du partenariat en santé. La co-construction de programmes et d'actions, ça produit aussi de la valeur. On sait que ces programmes et ces actions, quand ils sont co-construits avec les personnes, sont beaucoup plus efficaces. Je rappelle toujours cet exemple dans 2 communes du nord de la France où on a fait 3 programmes successifs de prévention de l'obésité à l'école. Là où ça a marché, c'est dans la troisième phase, quand on a associé les parents. Et évidemment, tant qu'on les avait pas associés, ça marchait beaucoup moins bien. La pérédance, qui est un outil qui est en voie de professionnalisation aujourd'hui, notamment dans les établissements de santé mentale, qui font que
des patients qui ont traversé l'épreuve de la maladie, qui sont rétablis ou en voie de rétablissement, peuvent devenir des pères aidants dans des établissements de santé ou des centres de santé. Tout le mécanisme des patients enseignants, c'est aussi une preuve que ça a de la valeur, puisque on met ces patients dans l'enseignement des professeurs des études de médecine ou dans les établissements d'enseignement social et médico-social. C'est extrêmement important. Et puis les ateliers santé-ville, tout à l'heure Didier a évoqué la politique de la ville, mais elle se marque notamment la politique de la ville par la création d'une série d'ateliers santé-ville dans les quartiers où on aborde les questions de santé, souvent au travers d'activités qui n'ont pas de lien direct ou immédiat avec la santé, mais qui constituent un support à l'évocation de la santé des personnes ou des groupes. Donc ça, pour moi, c'était un des éléments que ça produit quand on regarde dans la littérature scientifique ce que produit le partenariat en santé, ben, c'est d'abord cette création de méthodes nouvelles. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est des diapositives suivantes, c'était autour de cette idée que la, le partenariat en santé produit aussi beaucoup d'autres choses. J'ai parlé évidemment de cette valeur, mais je parle aussi de l'efficacité. Je renvoie à cette recommandations de la HAS sur ce qu'on appelle la décision partagée et les aides à la décision partagée, qui sont des outils, le plus souvent c'est des supports papier d'ailleurs, qui permettent aux personnes de prendre une décision pour elles-mêmes, qui soit réfléchie dans un dialogue. Le papier est en soi pas très intéressant, c'est un moyen de dialoguer avec le professionnel de santé et ça permet de choisir, par exemple, une thérapeutique du cancer plus qu'une autre, à partir des attentes de la personne et à partir aussi de la prise en compte des contraintes qui peuvent peser dans sa vie. Et dans une étude qui a été publiée par la revue Cochrane, une méta-analyse, on voit que ça augmente la participation du patient dans la décision, ça augmente le niveau de connaissance du patient et une meilleure communication entre médecin et patient. Ça fait baisser le niveau d'anxiété du patient et ça apporte une plus grande confiance dans les professionnels de santé, voire de moindres recours inappropriés à des soins inutiles. Donc, ce que permet aussi le partenariat en santé, c'est de résoudre toute une série d'obstacles et on sait que c'est probablement plus efficace que des soins vectoriels administrés d'en haut qui tombent un peu sur la tête du patient. La diapositive suivante, c'est pour vous parler d'une autre production du partenariat en santé, c'est la question du pouvoir d'agir des patients. C'est l'idée qu'ils peuvent, eux, faire des choses, ils peuvent, eux, se réapproprier un certain nombre de choses de leur santé et agir dessus. Il y a des écrits, notamment d'Olivia Gross et de Rémi Gagnère, sur ce sujet en 2018. Et parfois, on entend des mots un petit peu différents, empowerment, capacité, bon, pouvoir d'agir, tout ça, c'est un peu le même courant philosophique qui identifie les capacités des personnes à s'en sortir un peu mieux face à leurs défis de santé à partir de la construction de force en eux, de capacité à mieux comprendre, de capacité à formuler leurs préférences, de capacité à réaliser ces préférences aussi pour eux-mêmes et d'avoir la possibilité de le faire. Mais tout ça a été largement montré, notamment, et y compris dans des pathologies mentales, notamment à propos des crises qui peuvent survenir dans un parcours de santé mentale, la capacité à formuler la façon dont on veut être soigné dans ces périodes de crise. C'est un des éléments de ce pouvoir d'agir du patient qu'on a un peu beaucoup négligé par le passé. Merci beaucoup, Christian et Didier. Donc maintenant, en troisième point, le partenariat, ça donne du sens. Du coup, du côté des données parlantes, Didier. Ah, attends, ton micro est coupé. Oui, je disais que j'ai un peu déjà abordé, j'ai suscité, je l'espère, un intérêt pour les personnes qui nous écoutent. Euh, En fait, quand on est convaincu
de la richesse que ce que nous apporte ce partenariat. Et j'aime bien le terme partenariat plus que participation, parce que le partenariat, chacun amène quelque chose, et donc on apprend de l'un et de l'autre. Ce n'est pas toujours facile, parce que quand on donne cette place, et quand je dis on soigne pas pour, mais avec les gens, les personnes, ils nous amènent un certain nombre d'éléments, ses savoirs, bien sûr, ses connaissances, mais aussi sa critique de ce que nous, on peut penser ou proposer. Et donc, nous sommes dans des situations de négociation. Et comme je disais aux internes que je formais, qui étaient un peu déroutés par toute cette manière de faire, je dis, non seulement il va falloir que tu négocies ton projet thérapeutique avec le patient, mais en plus, tu risques de perdre cette négociation de ton point de vue, et c'est surtout pas grave. Parce que dire déjà à des jeunes futurs médecins que la connaissance qu'ils ont, la science qu'ils ont, les savoirs qu'ils ont, vont être négociés avec le patient et ses propres savoirs, c'est effectivement une rupture importante dans la manière de soigner. Mais une fois qu'on a découvert que c'est grâce à ça qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le projet thérapeutique et le parcours de soins, celui-ci devient beaucoup moins chaotique parce qu'il est beaucoup plus adapté aux problématiques et à la psychologie et à l'histoire de la personne, nous allons le faire ensemble. Donc, c'est effectivement la satisfaction d'être beaucoup plus efficace. Alors ça nous emmène dans des situations des fois invraisemblables. Si je puis me permettre une anecdote que je répète souvent parce que je la trouve très illustrative. C'est un patient qui vient me voir parce qu'il a mal à l'estomac. Dans notre partenariat, je mets à jour, parce que nous sommes dans une relation de confiance, que la cause de ces douleurs d'estomac n'est pas tant un ulcère, mais une situation sociale particulièrement difficile dans laquelle il est, à savoir qu'il est au chômage depuis de nombreuses années, que sa famille est en grande difficulté sur les ressources financières, qu'il y a une peur d'être expulsé, donc une peur envahissante, expulsé du logement. Donc, une peur envahissante, que ça lui provoque des douleurs d'estomac, pour un soignant, ça n'a rien enfin, c'est logique. Donc, qu'est-ce que je dois faire une fois que quand j'étudie avec lui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fois-ci il a un peu plus mal? Eh bien, parce qu'il a trouvé du travail. Mais ce travail est un travail de nuit. Or, pour aller à l'endroit où il doit travailler, en l'occurrence à l'aéroport de Roissy pour mettre des repas dans les avions, il n'y a pas de transport en commun. Et il n'a pas de voiture puisqu'il n'a plus d'argent. Et donc, il va être obligé de refuser ce CDI qu'on lui proposait. C'est une catastrophe. Et donc, il vient parce qu'il a mal à l'estomac. Et moi, soignant, j'ai été formé pour lui prescrire le médicament qui va lutter contre l'estomac. Sauf que le problème, c'est le problème d'avoir une voiture. Je suis un médecin de santé communautaire. Grâce à la médiation, à la fin de la consultation, il partira avec une voiture. Car dans notre réseau des ressources, il y a sur la cité un garagiste. Voilà. Et on va négocier avec le garagiste le fait qu'il puisse qu'il puisse vendre à ce monsieur une voiture qui sera payée que quand il aura ses premiers salaires. Donc il est venu pour avoir des médicaments, il est reparti avec une voiture. C'est évident une pratique assez nouvelle pour un médecin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a euh, essayé de comprendre la cause profonde et qu'on a la chance de travailler en santé communautaire avec des professionnels formés, c'est pas moi qui ai solutionné le problème, c'est la médiatrice qui s'est occupée de tout ça. Mais moi, quelle satisfaction j'avais! Quelle satisfaction! Une double satisfaction, parce que ça donne du sens. C'est quand le garagiste est venu me voir pour me dire merci docteur, merci ce que vous avez fait. Vous avez pensé à moi pour être solidaire avec un habitant de mon quartier. Et ça m'a fait un bien fou. Et ben, je vous dis, mais là, je suis effectivement dans une autre pratique. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, à la faculté, on ne m'a pas appris à prescrire des voitures pour les gens qui avaient mal à l'estomac. C'est une évidence. Donc, cette manière
le fait que le partenariat nous pousse à mieux comprendre la problématique exprimée à travers la maladie du patient, nous ouvre effectivement un horizon tout à fait nouveau dans les pratiques. Si je suis tout seul, si je suis un médecin solitaire, et si je vais chercher ces causes-là, mais que je n'ai aucune solution à proposer, eh bien, je vais me réconforter en disant, après tout, ce qu'on m'a appris, moi, c'est de prescrire des médicaments, et je vais prescrire mon inhibiteur de la pompe à proton, et je me dirai, j'ai fait le boulot, mais je sais que ça ne va pas servir à grand-chose, mais c'est ce qu'on me demande. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Par contre, moi, puisque je suis un médecin de santé communautaire, j'ai plus, grâce à ça, alors évidemment, je vous dis que c'est un peu caricatural tout ça, parce que ça, c'est bon, voilà, mais ça ne réussit pas tous les coups, hein. Rassurez-vous, parce qu'une fois que les patients vous disent tous leurs problèmes, qui vous mettent sur le bureau un gros paquet merdeux de leur souffrance, de leur histoire, de leur... Ben, vous n'avez pas toujours, même en appelant la médiatrice, en appelant tout le réseau, des solutions. Mais souvent, on a des solutions. Et on a des solutions qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à la pluriprofessionnalité, aux ressources de la communauté. Mon métier s'est transformé. Bien sûr, je suis resté un soignant, je suis resté médecin, mais j'avais dans mon outillage thérapeutique un ensemble de solutions qui étaient des fois beaucoup, beaucoup plus efficaces qu'une thérapeutique médicamenteuse. Et donc, ceci, pour arriver à le mettre en exergue, pour arriver à y arriver, il faut savoir évidemment être très respectueux de la personne, écouter la personne, donc créer un climat de confiance. Ce n'est pas des consultations de 10 minutes qui peuvent faire ça. Ça s'inscrit dans le temps. Je suis resté 33 ans dans cette cité comme médecin généraliste. Évidemment, ça crée de la relation. L'humain est essentiel. En plus, au Franc-Moisin, on avait 50 ethnies différentes à soigner, enfin 50 personnes qui venaient du monde entier. Eh bien, il faut s'adapter, il faut se former. L'empathie est essentielle, et je rajoute souvent, et la tendresse bordel, parce que manifester cette tendresse vis-à-vis des patients qui sont souvent en grande souffrance, c'est un élément essentiel de la confiance. Donc voilà, c'est le partenariat, c'est profondément donner du sens dans le fait que ça nous donne une efficacité qui fait du bien et qu'on peut partager en groupe avec l'équipe. Et quand on fait des réunions d'équipe où chacun amène collectivement nos difficultés, nos échecs, mais aussi toutes nos réussites, et ben ça fait que lorsque le Covid arrive, on est prêt, parce qu'on croit vraiment à la force de l'équipe, on est prêt à affronter cette épidémie, et c'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas le temps de vous raconter, ça serait un autre webinaire, mais comment on fait effectivement du aller vers en période de crise sanitaire, qui est effectivement essentiel. Merci Didier. La suite au prochain numéro. Du côté de données probantes, Christian. J'ai prévu deux petites remarques là-dessus, ou deux grosses remarques, comme vous voudrez. La première, c'est que le partenariat en santé, ça donne du sens, ça construit du sens pour les gens, parce que quand on est dans l'épreuve de la maladie, qu'on est devant des choses qu'on ne connaît pas, devant des choses qui relèvent parfois de ce qu'on appelle une rupture épistémique, des savoirs qui sont très techniciens ou très scientifiques, et qu'on n'a pas les éléments de compréhension de ce qui se passe pour soi-même, le fait de les partager, et d'intégrer aussi ce que dit la personne à partir de ses savoirs personnels, ça redonne du sens à ce qui se passe dans l'événement de la maladie, qui, comme on l'a dit depuis le début de cette rencontre, n'est pas un événement seulement biologique ou seulement médical, mais aussi un événement émotionnel, un événement économique, un événement qui a plein de sens pour la personne. Ben, ça permet de redonner du sens, et probablement aussi de reclasser des priorités selon l'âge qu'on a, et selon ce qu'on a besoin de faire dans sa vie, par exemple. Une intervention chirurgicale en orthopédie n'a pas les mêmes contours. Voilà, il faut pouvoir discuter de ça de manière rassurante avec le patient, pour avoir un accompagnement ou une prise en charge qui soit le plus adapté aux besoins de la personne, en fonction de ce qu'elle a envie aussi de faire de sa vie. Donc, ça permet de reclasser des priorités dans un destin, entre guillemets, de santé.
Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est que ça donne aussi du sens à la prévention. La prévention, c'est pas faire tomber des tests d'en haut, faire tomber des vaccinations d'en haut, faire modifier des comportements d'en haut. Ça passe aussi par la mobilisation de personnes qui viennent de la communauté pour porter des messages au même niveau que les personnes à qui c'est destiné. Donc c'est très très important d'avoir dans les actions de prévention, les actions de promotion de la santé, des alliés de la médecine ou de la santé pour propager les messages, les faire partager. Donc ça, c'est vraiment un point important. Je redis et je réinsiste sur cette expérience de Fleur Bellaventi dans l'éducation nutritionnelle et le comportement alimentaire, où on voit que c'est quand les familles ont été incluses dans l'action qui avait été décidée par les médecins et les enseignants que ça marche et que tout le monde tire profit. Et on a aujourd'hui de plus en plus de ces actions de promotion de la santé qui sont faites en partenariat avec les usagers, qui sont pas simplement là pour donner de l'écho à ce que la faculté de médecine a dit, mais pour partager avec les personnes, dialoguer avec les personnes et les amener sur un chemin de prévention et de promotion de la santé. Je vous ai mis la base de données CAPS de la Société française de santé publique qui permet d'avoir des expériences inspirantes qui montrent comment l'inclusion des personnes dans les défis de prévention ou les défis de promotion de la santé permet de relever ces défis. Eh bien, merci Christian, merci Didier pour tous ces éléments riches et passionnants, voilà, que vous pourrez retrouver en replay et que on mettra aussi en ligne, enfin, on mettra le PowerPoint en ligne. Donc tout ça, soulève sans aucun doute des interrogations, des remarques, des compléments pour les participants du webinaire. Du coup, on va passer maintenant au temps. Il nous reste une grosse trentaine de minutes, ouais, une grosse trentaine de minutes pour que les personnes qui sont là puissent poser des questions. Donc, on va le faire de façon classique en levant la main, si possible virtuelle, et puis passer la parole les uns aux autres et essayer de respecter le temps de parole de chacun. Alors, je vois dans mon écran Dominique Laurence qui voudrait intervenir. Est-ce que vous voulez Oui, bien, quand vous prenez la parole, vous présenter, dire qui vous êtes en quelques mots rapides? bonjour. Je suis patiente partenaire dans, en addictologie pour les personnes sourdes. Donc, je suis très touchée par tout ce que je viens d'entendre. Euh, le médecin qui m'a hissé, je dirais, à cette posture, se soigner, accompagner avec, c'est Jean Dagron, que certains d'entre vous connaissent. Voilà. Jean Dagron, qui, jeune médecin généraliste, tombant en pleine crise du sida, découvre les militants sourds de aide, qui, pour informer les personnes sourdes atteintes du sida, faisaient des réunions dans le métro à la station Châtelet. Non seulement les patients entendants étaient, bon, comme nous tous, pris de court, mais les patients sourds n'avaient pas d'informations. Voilà, donc moi j'ai cette chance exceptionnelle d'être malentendante appareillée, ancienne dépendante à l'alcool, et de m'être formée progressivement et d'avoir pu choisir, avec Jean Dacron, de participer pendant 4 ans au groupe Addiction Sourd. Moi, ce qui me passionne, c'est qu'on ne peut pas soigner un patient sourd si on n'est pas dans l'alliance. C'est le soin, l'accompagnement avec l'alliance. Euh, donc, nous sommes tous signeurs de la personne qui fait un accueil à la cadre de santé, au médecin, et évidemment, les intermédiateurs sont tous sourds. Voilà, moi je sors d'une formation que je viens de donner à l'Institut régional des sourds aveugles de Bordeaux, où moi, patiente partenaire, j'ai initié les éducateurs spécialisés aux problématiques d'addiction. C'est à eux de les transposer avec ces personnes sourdes aveugles. Je ne sais pas si vous imaginez
la grande difficulté, mais on le fait, on plonge. Et cette rencontre avec ceux qui sont souvent si loin et en difficulté avec les soins, c'est une rencontre extraordinaire. C'est une invitation à la remise permanente en question. C'est cette autre langue, qui d'ailleurs raconte très bien les maladies. Et c'est cette obligation de faire alliance. Voilà. Moi, c'est ce dont je veux témoigner. Alors, normalement, je le fais en langue des signes. C'est-à-dire que là, je m'adapte à vous, parce que vous ne signez pas. Voilà. Normalement, c'est une intervention que je fais dans cette langue-là, qui est la deuxième langue française. Voilà, c'est très important pour moi d'en témoigner chaque fois qu'on a des rencontres. Ce sont des patients souvent en difficulté d'accès aux soins. Aujourd'hui, on arrive à trouver un équilibre. Autrefois, c'était les parents ou les enfants entendants qui signaient, donc avec des difficultés quant à l'intimité de la situation de maladie ou de santé mentale. Aujourd'hui, les intermédiateurs nous aident à avoir ce lien avec la communauté culturelle sourde pour la compliance aux soins. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions parce que je sors juste de Bordeaux voilà, et l'émotion, c'est aussi que moi, ancienne dépendante à l'alcool, je sois aujourd'hui dans cette posture-là. C'est une gratification formidable avec l'obligation d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est absolument formidable. Et aujourd'hui, je suis patiente partenaire du CHU de Montpellier et je fais partie de ceux qui vont contribuer à rouvrir les cures sourdes dans la dictologie avec reprise. Là, c'est le CHU qui doit reprendre après le ministère de la Santé. Je vous jure qu'on y arrivera. Je vous jure que je ne suis pas prête à renoncer à ce que des patients sourds en addiction ne soient pas soignés comme tout individu, ce que la loi de 2005 a largement réaffirmé. Et j'ai eu aussi, je termine là-dessus, la chance d'être formée en ethnopsychiatrie, qui impose aussi l'évidence de l'ouverture à l'autre et de ce qu'il nous donne. Et ça, c'est absolument formidable. Voilà. En tout cas, j'ai été très enrichie, une fois de plus, enrichie et consolidée par ce que j'ai entendu de la part de nos deux intervenants. Merci. Merci beaucoup, Dominique Laurence. Est-ce que Christian ou Didier, vous souhaitez réagir à ces propos? Ma réaction, moi, serait enfin, c'est pas un commentaire sur ce que vous voulez dire auquel j'adhère tout à fait. C'est que je me souviens avec Dacron, lorsque on était peu nombreux au départ sur l'épidémie du sida de soignants à assumer. Enfin, faut le dire et on peut le dire aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des données probantes. L'ensemble du corps médical a fait courage Fillon. Se sont retrouvés essentiellement des professionnels qui, parce qu'ils avaient une humanité à, à leur manière d'exercer la médecine, ont accepté d'être mis beaucoup en danger parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas et qu'on savait qu'une chose, c'est que lorsqu'on découvrait un résultat de séropositivité, au début, c'était qu'on La avait en face mort, de nous quelqu'un qui allait mourir. mourir, oui. Moi, j'avais, et je le répète souvent, cette épidémie de sida a tué beaucoup plus de patients du cabinet médical que l'épidémie Covid. Donc, on était nous-mêmes dans une souffrance de l'impuissance. Il nous restait que la relation humaine, que l'accompagnement, et donc d'apprendre immédiatement de nos patients. Et nous, nos patients, c'était des jeunes toxicomanes, souvent qui étaient en couple, qui avaient des enfants. Enfin, c'était assez effroyable. Et quand, avec Dacron et quelques-uns, on s'est vite reconnus, ceux qui étaient mobilisés, je me souviens, on n'était pas si nombreux que ça, qu'on s'est dit, bah, on y va. Et quand il m'a expliqué, moi, son projet en direction des patients sourds, on était forcément dans l'innovation. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que forcément, ma manière de penser est face à l'adversité, on est obligé d'être dans l'innovation, on est obligé d'être dans le changement, on est obligé de trouver
toute une réflexion sur soi-même, sur sa pratique. Et ça, c'est une richesse que nous apportent les patients et aujourd'hui la population. Sauf que ça, eh ben, ce n'est pas forcément bien vu. Et ça l'était très, très mal vu à l'époque. Je me souviens lorsque on a mis dans notre cabinet médical des seringues stériles pour les usagers de drogue, en leur expliquant comment il fallait se shooter propre. Euh, j'ai moi-même après commencé à faire de la substitution. J'ai eu la visite de la gendarmerie avec la menace d'être poursuivi pour dealer. Bon, il a fallu se battre à ce moment-là et c'est extraordinaire parce que j'étais dealer, on était dealer en blouse blanche parce qu'on faisait de la substitution. Le jour où c'est devenu, sous l'impulsion de Jean Carpentier, une politique publique de santé publique, de dealer, on est passé à expert. Donc, on voit bien que cette manière de penser et de faire face à l'adversité nous amène en permanence à contre-pied avec le système dominant qu'il faut petit à petit apprendre à changer aujourd'hui. Et ça, c'est un des enjeux importants. Christian rappelait qu'on est, nous, en France, dans une dimension internationale. La France a signé la Convention d'Alma-Ata en 1978. Elle a signé la Charte d'Ottawa. Elle a, et officiellement, le système de soins primaires n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Enfin, l'était pas du tout, il commence à l'être. Et il changera parce qu'il y a des personnes comme moi ou d'autres soignants qui font la démonstration, et notamment aujourd'hui dans les maisons de santé et les centres de santé, qu'un autre possible est là. Mais il changera surtout si les citoyens disent que c'est quel système de soins et de santé qu'ils veulent. C'est une responsabilité aujourd'hui citoyenne et donc politique de dire nous voulons, nous, être soignés dans ce que je viens de décrire. Voilà, donc c'est un engagement aussi et l'apport de la Haute Autorité de Santé sur ces recherches, sur ces démonstrations, va évidemment faire une alliance objective de réussite entre les acteurs du terrain et les personnes de la Haute Autorité de Santé qui nous amènent la preuve scientifique ou les éléments probants qui montrent qu'on n'est pas simplement des affreux utopistes qui croient à un autre monde. Voilà. Et ça, c'est effectivement pour nous très important. Merci Didier. Christian, un complément? Non, non, mais je vais juste rappeler à tout le monde que c'est important le partenariat et le partenariat avec tout le monde, y compris ceux, a priori, dont on pense qu'ils constituent des minorités, comme les sourds et malentendants. Et d'ailleurs, quand j'étais à Aide, le document d'information pour les sourds est devenu, qui était évidemment dans le langage des signes, est devenu le document d'information grand public. Donc, parfois, c'est aux marges des populations ou dans les populations marginalisées qu'on trouve les éléments les plus forts pour la population en général. Merci. Juste un complément d'une information en Occitanie. Pour le coup, il vient juste d'y avoir un premier programme d'éducation thérapeutique à destination, en langue des signes à destination des personnes sourdes aveugles, à l'initiative de patients sourds aveugles de l'Association des diabétiques Occitanie, le projet DIABSOU. Alors, Jean-Philippe Ouvry. Oui, bonjour tout le monde. Donc Jean-Philippe Ouvry, Union francophone des patients partenaires. Beaucoup d'émotions puisque séropositif depuis 1984. Donc pour ceux qui peuvent situer, donc je les ai connus, ces médecins qui voulaient pas nous soigner. Enfin bref, j'en ai connu beaucoup et ça me rappelle beaucoup de choses. Mais c'était pas le propre de mon intervention. C'était suite à on parle du partenariat avec tout le monde. Et moi, je suis engagé en santé vraiment depuis peu. C'est le Covid qui m'a donné, à ma septième ALD quand même, quoi, hein. Mais je veux dire, qui m'a donné vraiment l'envie d'en faire quelque chose. Donc, j'ai fait un DE, et puis il se trouve que je suis devenu président d'une petite asso qui s'appelle l'UFPP. Ce qui m'interpelle un peu entre nous, c'est la difficulté du partenariat entre associations. Je le dis avec un peu d'humour, mais j'ai remarqué qu'il y a des moments sur certains colloques, j'ai rencontré des assos super, des gens super qui ont des projets, enfin, ça foisonne, hein, véritablement. Et donc, il y a des moments, je me suis dit, mais il y aurait des ponts qui peuvent se faire, puisqu'on n'est pas tous. L'engagement en santé peut aller, et le patient partenaire, sur plein
d'axes. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai dit, mais tiens, si on faisait un lien entre nos assos en matière de com, de site, etc., j'ai toujours eu une sorte de sentiment que chacun voulait garder son bébé à lui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Mhm. voilà, on est bien là pour réfléchir ensemble, hein. Je vois 10 000 choses positives, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'a pas... j'ai pas l'impression que naturellement, alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de l'ETNA, de Bordeaux, donc chez nous, l'IFPP, on a un membre qui est dans notre CA, et donc on essaie de le faire autant que faire se peut. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur de partager ce qu'on réussit et nos expériences. Je parle là surtout pour les associations. Voilà, c'est un sentiment, une réflexion pour l'avenir. Voilà, le partenariat, ça s'ouvre à beaucoup et ça commence peut-être entre nous. Merci. Merci. Est-ce que Christian Didier, vous souhaitez réagir? Alors, moi, ça me fait penser, enfin, ça me fait réagir sur quelque chose. Vous imaginez ce quartier de 20 000 habitants, il y a énormément, enfin, il y a des associations qui concernent la santé, mais qui concernent, enfin, je pourrais dire que par extension, elles concernent tous la santé, associations sportives, associations de locataires, associations citoyennes, médiathèques. Et à un moment donné, à la demande, à la demande des habitants et de leur association, a été mis en place un système qui fait que chaque membre de l'association, enfin, dans chaque association, envoie un membre du conseil d'administration de l'autre association. C'est-à-dire que sur ce territoire, il y a un certain nombre d'associations qui ont en leur sein des membres délégués par d'autres associations. Chacun reste dans son couloir. Nous, on fait du soin et de la santé, d'autres font autre chose, mais on est tous à l'écoute lorsqu'on est confronté à une problématique ou qu'on a un projet qui intéresse la communauté. Eh bien, on va se nourrir des savoirs des autres associations. Et il est arrivé que nous avions un projet et que grâce à ce maillage entre associations, nous nous sommes dit, on n'est pas les plus compétents pour porter ce projet, on va essayer de le co-construire avec d'autres qui sont pour nous plus compétents. Je pense par exemple à l'Association des femmes de Franc-Moisin, qui est une association très dynamique et qui nous a appris énormément. Et donc sur la question de la santé des femmes, eh bien, voilà, on a partagé avec cette ressource fondamentale de notre territoire, de notre communauté, qui est une autre association. Et donc, le regard de euh, j'ai envie d'agir sur mon territoire au sein de ma communauté fait qu'effectivement, on a vraiment tendance, et bien ça a été un travail, hein, tout ça, alors, ce que je vous dis, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, euh, la description d'aujourd'hui, elle s'est construite dans le temps, hein. On a commencé l'association en 1992. Et évidemment, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est cette histoire-là. Et on a eu beaucoup, beaucoup de crises, hein, et pas simplement des crises sanitaires, des crises aussi dans la construction de ce partenariat. Mais à chaque fois qu'il y a eu crise, à chaque fois on en est sorti à la limite plus solide. Et ce maillage, alors ça ne répond pas tout à fait à l'intervention de Jean-Philippe, mais ça veut dire simplement que penser en tant qu'association que sur un champ de notre compétence, eh ben, on n'est peut-être pas les meilleurs et peut-être qu'il y en a d'autres, eh bien, ça me paraît être un début de ce maillage et de cette construction de la transversalité pour briser effectivement. Alors, dernier argument, parce que je parle beaucoup, c'est le problème des associations, c'est qu'on est dépendant d'un système de subvention et d'appel à projets qui nous renforce aujourd'hui dans ce besoin de faire la démonstration permanente de ce que l'on doit réaliser et que quand on le délègue à l'autre parce qu'il est plus compétent, il y a derrière toujours le risque de perdre un financement. C'est pour ça que ma proposition, qui n'est toujours complètement utopiste, qui fait beaucoup sourire nos institutions, de dire ce n'est plus les institutions qui font les appels à projets, mais ce sont les associations qui font les appels à projets et les institutions y répondent. Bon, on n'y est pas encore. Merci Didier. Christian, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Toi Non, qui non, es à mais l'origine du sujet. Jean-Philippe a raison et il sait qu'il a raison et moi aussi. Ça, c'est simple. Bah oui, parce Mhm. il y a pas mal de demandes de parole, donc je... Mais
Ok. Juste une petite touche COPS en Occitanie. Donc, c'est un dispositif porté par une association, mais qui est développé avec plein d'acteurs, que ce soit des structures ou des personnes, où tout le monde a sa place dans la gouvernance et le développement des dispositifs. Et je trouve que de se mettre ensemble autour d'un projet transversal comme le partenariat en santé, qui est effectivement un gros projet, eh ben, il y a vraiment du travail pour tout le monde. Alors, ensuite, on a Dounia, Véronique, puis Sylvie. Dounia. Oui, bonjour. Alors, du coup, je m'appelle Dounia. Je suis toute jeune, j'ai 22 ans. Et en fait, moi, je suis une patiente épileptique. Et en fait, le partenariat m'a tellement inspirée que je suis devenue infirmière pour en fait faire passer le message du côté des formateurs, des soignants et passer le message du côté des patients. Et je trouvais que ça résonnait bien dans mon profil, le côté de partenariat, parce que très souvent, quand je me présente dans les entretiens, je dis bon, bah, je suis une soignante, mais avec le regard d'une patiente, et ça, vous l'enlèverez pas. Et du coup, ça, des fois, ça marque un petit peu des soignants où on me dit, oui, mais là, tu es soignante, tu pas la patiente. Et je dis, oui, mais il faut penser comme un patient. Donc là, tel patient, là, je me mets à sa place. Et c'est vrai que c'est un outil, enfin, pour moi, du coup, soignante, mais patiente avant tout, c'est mon outil plus quand je travaille et quand je fais de l'éducation thérapeutique, surtout avec l'épilepsie, qui est une maladie qui n'est pas trop connue et développée sur le territoire. Que ce soit au niveau, enfin, que ça concerne les enfants, les adultes ou des structures juste au niveau des communautés de communes ou quoi. C'est vrai que j'ai toujours ce côté, bah, il y a l'empathie, mais en même temps, il y a un peu l'expérience, il y a la double casquette, et c'est super intéressant et enrichissant. Merci Dounia. C'est vrai, l'apport des savoirs des patients par l'intermédiaire d'un patient qui a un poste de professionnel de santé, ben, c'est un bon moyen d'intégrer les savoirs expérientiels, même si parfois la question des postures est importante pour faire comprendre certains points. Euh, Christian, Didier, est-ce que vous souhaitez répondre à Dounia? Non, mais je pense que c'est un mouvement important qui est en train de se produire depuis, allez, on va dire une décennie, et qu'il faudra probablement du temps pour l'installer. Mais bon, il y a quand même quelques signes parfois encourageants qui viennent d'endroits où on ne les attendrait pas, comme le Conseil national de l'Ordre des médecins ou l'Académie de médecine, qui ont toutes les deux publié une position sur les patients partenaires, et notamment dans l'enseignement de médecine. Donc voilà, je pense que les choses, elles vont changer, que ça prend du temps, que les individus impatients comme moi et peut-être comme vous trouvent que ça prend trop de temps, mais je pense que, comme on dit en politique, la poutre travaille encore. Ouais. Le territoire est grand. Didier? Non, c'est bon? C'est bon. Ok. Véronique. Véronique. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez présenté, qui nous rappelle bien l'espace dans lequel on évolue. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait réagir. Il y a plusieurs petites choses. C'est l'arrivée des nouveaux patients partenaires. Et donc, en fait, il y en a qui sont là depuis très longtemps, comme vous parlez de tout ce qui s'est passé au niveau de AIDS. Les bonnes volontés, ça devrait apparaître dans les données probantes, parce que c'est une véritable donnée probante. Et ces personnes, ben, elles sont allées au tractopelle sur le fait d'agir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations, quand il y a beaucoup de gens qui viennent vers les associations aujourd'hui pour demander leurs ressources, mais donner, ben, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité, c'est pas tellement équilibré. Et suite à ces réflexions, j'ai fait un rêve, parce que je suis psy, donc j'y fais attention. Et en fait, c'était tous ces nouveaux HUC, donc usagers, habitants, usagers, citoyens, les RU qui arrivent, qui n'ont pas été formés au partenariat, qui n'ont pas l'expérience patient parfois, qui n'ont pas tout fait ça. Et ben en fait, nous, on a creusé sur une petite, comme une vague sur du sable sec. Et maintenant, il y a tout le monde qui débarque parce que le sable, il est mouillé. Et ils arrivent à fond les ballons sur la plage derrière nous parce que nous, on a fait l'effort de ramener l'eau pour avancer sur le sable sec. Et eux, ils débarquent comme des fous. Et c'est vrai que c'est moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'est là où j'ai du mal. Alors, je suis partante, j'accepte, mais en même temps, j'ai une résistance au fond de moi que j'arrive pas à faire tomber, alors que je devrais être ravie du résultat parce que finalement, on partage tous ce même objectif.
Mais là, c'est comment ça va aller vers le futur et sur quelle base? Donc les données probantes et les données parlantes, certainement. Mais voilà, c'était ma question. Bah, moi, je sais pas s'il y a des données probantes à ce stade. Ce que je vois, c'est probablement ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, certaines universités, probablement pour se donner une image, probablement pour engranger quelques frais d'inscription, mettent en place tout un tas de formations au partenariat et produisent des gens qui se retrouvent avec un diplôme d'université et qui cherchent des places. Euh, Professionnalisées ou pas professionnalisées, et que probablement ça heurte le premier courant ou les premières modalités du patient partenaire issues des pratiques, issues des combats, issues des luttes, issues des épreuves, et qui se disent, voilà comment on peut rabouter ces deux mondes. Le monde de ceux qui font ça, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois, et ces nouveaux acteurs. Je pense que ça pose des questions qui n'ont pas été bien vues, au point par exemple que certains de ces patients partenaires s'installent en ville en ouvrant des trucs de coach santé, Ouais. plus ou moins animés par des plateformes financées par l'industrie pharmaceutique. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir, que ça pose probablement des questions et qui va demander une régulation par les pouvoirs publics. Je vois pas comment ça peut finir autrement. Mais je pense que c'est très différent du partenariat tel qu'on l'a parlé, nous, depuis le début de cette conférence avec Didier, qui est vraiment ancré dans les réalités de terrain, à la recherche effectivement de données probantes pour montrer que ça marche, parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il calque sa reconnaissance publique sur ces données probantes. Il ne se satisfait pas qu'on lui raconte une histoire ou qu'on lui raconte comment ça marche. Il veut aussi des données sur l'efficacité de ce qu'on fait dans le partenariat en santé. Donc voilà, mais je pense que il y a d'un côté probablement un courant ancien, puissant, probant, et de l'autre côté des approches qu'on peut aussi comprendre parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir une activité de patient partenaire et qui cherchent des places ou des endroits. Mais je pense qu'un des enjeux assez puissants, c'est de rabouter les deux mondes. Ouais. Je partage, Didier, tu veux rajouter? partage tout à fait ça. C'est pas sans inquiétude. Aujourd'hui, les centres de santé communautaires ou les maisons de santé communautaires euh, se développent, se développent. Il y en a plusieurs dizaines maintenant en France. Une partie sont financées dans un dispositif expérimental, et ça, c'est une reconnaissance institutionnelle. Mais à partir du moment qu'il y a du financement public, là où c'était pas du tout financé, on voit apparaître, bien sûr, un nombre assez considérable de candidats qui vont venir revendiquer aussi le financement public sous ce label-là, en expliquant qu'ils font effectivement de la santé communautaire depuis aussi très très longtemps. Donc, évidemment, c'est à la fois une reconnaissance, une reconnaissance pour nous de dire, bah, il y a un financement public. Notre association à Saint-Denis, elle est en expérimentation depuis 35 ans. Nous sommes toujours dans des dispositifs d'expérimentation. Nous sommes des spécialistes des expérimentations. Évidemment, derrière toute cette expérimentation, on a toujours revendiqué de passer dans le droit commun. La médiation en santé, elle a toujours été sur des dispositifs bizarres d'insertion, les adultes relais, ces nouveaux médicaments. On a galéré sans arrêt et on galère encore pour faire reconnaître ça, ces transformations dans le droit public, dans le droit commun et être validé par la loi. Mais dès qu'on est validé par la loi, elle est pour tout le monde. Et donc, effectivement, les risques, et c'est ce que nos amis québécois eux, ont connu, c'est que ces expérimentations de santé communautaire ont à un moment donné été phagocytées par une santé publique qui était très descendante. Et donc, c'est aussi un combat à nous, acteurs, et je dis nous, c'est tous les partenaires, à obtenir cette reconnaissance de droit public, à avoir les financements à la hauteur de nos ambitions, mais à ne pas perdre nos valeurs fondamentales et ne pas les brader sur notamment
l'autel de la financiarisation et de la privatisation. Parce qu'aujourd'hui, je vois commencer à apparaître des centres de santé portés par l'industrie, portés par les cliniques privées, avec toujours des bonnes intentions, mais dans un autre monde. Donc, là, plus nous serons ensemble, plus nous serons forts en tant que courant de transformation du système de soins vers un système de santé dans le cadre des valeurs universelles de, qui sont celles françaises, et je ne les décris pas, la sécurité sociale, le financement public, solidaire et toutes ces choses-là. Oui, mais c'est un combat inévitable qu'il va falloir mener de notre reconnaissance. C'est l'histoire un petit peu classique que lorsque vous développez à la marge du système des expérimentations nouvelles, vous innovez, patients partenaires, santé communautaire, vous transformez à la marge. Et c'est une réussite. Très bien. Et donc, sur cette réussite, nous revendiquons d'atteindre le cœur du système pour y participer. À ce moment-là, il y a deux phénomènes. Il y a ceux qui ne veulent pas que ça change, qui luttent contre vous, dénaturés. Et puis, quand le système institutionnel vous reconnaît une place, eh ben, vous percevez qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent prendre de la place. Hein. Et ça, c'est assez classique. Donc, nous avons la responsabilité, et ce genre de rencontre aujourd'hui fait qu'on a en commun de continuer à avancer, mais sans y perdre notre âme, parce qu'il va y peut-être avoir des financements. On va voir ce que va nous dire le nouveau ministre de la Santé, puisqu'il a sur son bureau le dossier de la reconnaissance de la médiation en santé, il a sur son bureau toute une série de choses qui vont dans le bon sens, eh bien, à nous de faire en sorte que ça continue à aller dans le bon sens. Mais ça, c'est effectivement, je veux dire, une œuvre collective. Jouons collectif, merci. Alors, on va prendre très rapidement les interventions de Sylvie et Cathy, mais en quelques minutes, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'on arrive bientôt vers la... Oui, Sylvie qui... il me donnait la parole. Alors moi, je suis infirmière médiateur santé-père. Voilà. Alors, pour rebondir à ce que vient de dire Didier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre notre place. Voilà. Bon, je fais un petit clin d'œil humoristique. Voilà. Et effectivement, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique de la reconnaissance des médiateurs santé-père au niveau professionnel. Voilà, on l'attend, hein, parce que moi, je suis encore bénévole dans un groupe d'entraide mutuelle. Hein, j'essaye de susciter l'espoir pour accompagner, écouter dans l'empathie, dans la bienveillance, les personnes et les patients qui souffrent de troubles psychiques vers le parcours de rétablissement. Moi, mon parcours de rétablissement, il a duré 5 ans. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis vierge de tout traitement. Voilà, et je dirais même qu'avec le recul, après mon effondrement en 2012, voilà, aujourd'hui on est en 2024, avec tout mon parcours professionnel, personnel, de patient partenaire, je dis aujourd'hui, et je l'affirme et je le confirme, hein, voilà, moi je ne suis pas psychotique ni bipolaire type 2, j'ai fait un épisode, ce n'est pas pareil. Alors faire entendre ça auprès d'un psychiatre, c'est quasi impossible. Moi j'ai fait mon sevrage toute seule, voilà, que je voulais dire par exemple. Donc il faut susciter l'espoir, et c'est un combat politique, hein, d'arrière-garde, mais il faut rester vigilant. Voilà. Merci. Merci Sylvie. Euh, on donne la parole à Cathy. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je voulais revenir sur euh, vraiment la valorisation du travail de partenariat. Merci. Moi, j'interviens auprès des HCL à Lyon en tant que patient partenaire, en faisant de l'ETP. Je fais partie d'un pôle enseignant à l'université. Euh, et en fait, là, on parlait des RU tout à l'heure. Les RU, ce sont des bénévoles et ils sont formés. Et tous ces bénévoles, le problème, c'est que bah, ça reste des bénévoles. On fait beaucoup de travail, mais ce travail n'est jamais valorisé. Moi, j'ai malheureusement, enfin, j'ai pas l'âge d'être à la retraite. Continuer être investi dans vraiment quelque chose qui donne une raison à la souffrance pour moi, cet investissement
à un moment, il faut qu'ils soient valorisés. Et le problème, c'est que, comme disait Christian, bah oui, ça met du temps. Là, peut-être qu'il y a même même aujourd'hui, il y a des outils législatifs pour pouvoir financer les enseignants, puis c'est toujours pas le cas. Donc, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et malheureusement, je pense que ça décourage aussi que ce ne soit pas valorisé. Euh, et j'espère que ça changera, oui. Merci. Merci, Cathy Vincent. Est-ce que un mot de la fin peut-être pour Oui, oui, moi Christian et enfin, Juliette. je pense que Katia a raison. C'est une vraie difficulté. D'abord, on est dans un monde de liberté. Il faut respecter la liberté des uns et des autres. Il y en a qui veulent rester bénévoles, mais il y a aussi effectivement des gens qui souhaitent, par leur parcours, par leur expérience, valoriser ce parcours et cette expérience dans l'espace des réponses professionnelles. Et ils ont envie d'être reconnus en tant que tels. Et il faut inévitablement qu'on trouve une manière de leur faire une place. C'est ce qui s'est construit avec les médiateurs de santé. Euh, Probablement, il faut faire le même chemin sur les patients partenaires en santé. Et pour ça, on a probablement besoin d'une alliance pour plaider dans ce sens-là. Après ça, il faudra probablement s'attacher aussi à regarder qu'est-ce que c'est que la médiation en santé par rapport au partenariat en santé, en quoi c'est différent ou pas différent. D'ailleurs, on voit dans certains endroits, notamment au CCOMS à Lille, qu'on utilise le mot médiateur de santé pair. Donc, on est encore dans cette période-là, des choses qui sont parfois un petit peu indéterminées dans les appellations, pardon, et qui ralentissent aussi la reconnaissance professionnelle et économique dans l'espace du soin, parce que l'espace du soin est un espace dans lequel il y a des enjeux qui ne sont pas des enjeux mineurs et où on a besoin qu'un certain nombre de positions euh, professionnelles ou bénévoles soient clarifiées. Merci, Christian. Didier, ton mot de la fin? Oui, non, on est tous embarqués dans un processus de transformation. On voit émerger plein de nouvelles choses, on bouscule l'existant, euh, voilà, on transforme, on invente, on innove. Et donc, pour trouver sa place dans ce processus de transformation, sur le monde du soin qui est quand même forcément un peu conservateur, tout ça a besoin petit à petit de s'ajuster pour arriver, moi j'ai peut-être l'avantage de l'âge d'avoir dit, ben oui, mais en 1980 qu'on a commencé et de voir où on en est arrivé aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus la démonstration de la pertinence de ce que nous faisons, c'est de trouver notre place avec cette pertinence dans un système qui lui-même est en train de changer, de remplacer le vieux monde par le nouveau monde. Et là, une chose essentielle, c'est qu'on reste unis, c'est qu'on reste ensemble, puisque c'est ce qu'on a découvert essentiellement, c'est de faire ensemble. Et bien là, si on veut réussir, il faut le faire tous ensemble. Et c'est le sens de ces webinaires, et pas simplement au niveau institutionnel, enfin, dans le plaidoyer institutionnel, ça sera aussi sur le terrain, au niveau local, au niveau régional. Et merci à COPS. Ben, merci pour ce beau mot de la fin collectif, parce qu'il y a vraiment du travail à faire tous ensemble pour continuer à rendre le monde meilleur. Donc, il est l'heure de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à nos deux Merci à vous intervenants tous, hein. magiques hein, pour ce moment, et à vous aussi qui êtes venus participer en direct. Donc, vous aurez par mail le lien du replay, et la période est venue de vous souhaiter ben voilà, de bonnes fêtes dans le collectif, dans Merci, au l'échange, revoir, dans bonne la fête à joie vous et le aussi. repos À aussi. Je bientôt. vous le Ah, souhaite. merci. C'est tous À de bonnes Merci. bientôt. Merci à tous.